Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Andra. Bonjour Perrine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis tellement contente de recevoir une consoeur rôle modèle, une consoeur de coaching sur Canary Call. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Un grand plaisir et c'est un honneur d'avoir la parole et de pouvoir évoquer des choses avec toi. Je suis curieuse de tes questions. Tu connais l'histoire du canari, de Canary Call ? Oui. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Je serais une hirondelle. Ah, t'annonces le printemps ? Oui. Le renouveau, la légèreté, les nids d'hirondelles. Créer des nids. Les nids ? Oui. C'est-à-dire ? La notion de nidification, on voit bien les hirondelles qui créent leur nid et qui construisent. Il y a un côté assiduité, travail. Je crois que ça me caractérise beaucoup, cette notion d'y croire, de faire de petits morceaux pour vraiment bâtir le nid. J'ai jamais pensé à moi comme une constructrice de nid, mais c'est un regard intéressant, pourquoi pas. Voilà, l'hirondelle, c'est ce qui m'est venu. Le printemps, la légèreté et la construction des nids. J'adore ce que j'entends, un joli paradoxe. Le côté à la fois légèreté, bonne nouvelle, printemps, et le côté construction, labeur, assiduité. Ouais. Ça parle de toi aussi, ça ? Tout à fait, tout à fait. C'est mes deux facettes. Une facette plutôt légère et joyeuse, une facette plutôt organique, émergente, dans le présent, et une facette plutôt structurée, acharnée, allant au bout des choses, en regardant en profondeur. Oui, parce qu'aborder sous l'angle de la légèreté, finalement, tous les défis auxquels tu t'attaques, c'est un défi en soi. Tout à fait. Je pense que sans la légèreté, la notion de défi prendrait le dessus. Et la difficulté ou la lourdeur des enjeux serait difficile à porter. Et puis c'est vrai, quand on entend bâtir, on a plutôt l'image du béton, de la lourdeur. Et bâtisseuse de nid, où voilà, on est plutôt avec des pailles, des choses légères, les choses qu'on trouve, qu'on glane. Ouais. Je trouve ça pareil, c'est un autre paradoxe dans le paradoxe que je trouve très imagé et qui me parle a posteriori. Bâtisseuse de nid, toi, ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque aussi préparer une forme de confort, de sécurité pour les bébés à venir, pour les œufs, pour toute cette notion de prendre soin, de bâtir pour ce qui est à venir. Et je crois que c'est pas un côté maternant, c'est un côté prévenant, d'anticipation et d'inspiration sur quelque chose qui va venir. Voilà ce que je dirais. Ah, merci. Et comment est-ce que tu expliquerais ton métier à une classe de maternelle ? Demain, t'es invité dans une école, tu dois expliquer ton métier, inspirer aussi cette jeunesse à réfléchir à comment se projeter. Comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais, en fait, dans ta vie pro ? Compliqué comme question, hein ?
Et ouais, parce que plus ça va, plus c'est complexe d'expliquer les métiers et nos activités professionnelles. Hein. Déjà à nos propres enfants, ou à nos propres familles, mais alors encore à des gens qui ne nous connaissent pas. Nos métiers deviennent tellement complexes et c'est vrai que simplifier la complexité, c'est un enjeu en soi. Je dirais que je suis une tisseuse de liens entre les personnes, les disciplines, les sujets, et j'accompagne les gens à être bien connectés à eux-mêmes, connectés au monde et connectés aux autres. Et surtout assumer leurs choix, être en phase avec leurs choix, faire des choix, des actes conscients, choisir et être en phase, être heureux avec les choix qu'ils font, même s'ils se révèlent pas avoir été les bons, continuer un cheminement de choix conscients et d'évolution. Voilà ce que je dirais, d'évolution, pour grandir, pour s'épanouir, pour être heureux. Donc tu continues à grandir aussi, toi. Évidemment, évidemment. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Je voulais être comédienne, comme ma mère. Donc j'ai une mère comédienne. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier ? La multiplicité de possibilités d'être à travers les rôles. D'ailleurs, j'utilise beaucoup en coaching la notion de rôle. Les rôles professionnels, le rôle de maman, de parent, le rôle en tant que citoyen dans la société. Donc on a des rôles. Il y en a qui parlent de casquette, moi je parle de rôle. Comme les comédiens. Oui, tout à fait. On amène un peu de soi dans son rôle, mais on ne s'identifie pas à son rôle. Donc on est polyvalent, on a cette capacité de contenir et d'aller dans la diversité de l'être, dans la multiplicité de l'être. Et c'est ça qui est intéressant, d'accueillir ce système à l'intérieur de nous, les multiples rôles, et donc avoir ce regard un peu réflexif sur quand j'agis ou quand je suis dans cette posture, en fait, quelle partie de moi parle. Et quel est le métier que tu rêves de faire mais que tu feras jamais ? La comédienne. Tu fais pas du tout aujourd'hui dans ton quotidien ? Non, je ne le fais pas comme métier. En même temps, je peux être amenée à faire de l'animation, d'accompagner des équipes de grande taille, d'utiliser quelques outils de l'improvisation, de la spontanéité, d'être dans l'instant et de créer avec les autres à partir de ce qui est. Donc on pourrait dire que ça s'apparente au métier de comédien. Je pense que ça s'arrête plutôt là. T'as quand même pas mal de rôles, hein. Si on parle de rôles, tu peux nous partager tes différents rôles ? Ah oui, j'ai beaucoup de rôles. J'ai le rôle de coach de dirigeant, coach d'équipe, avec ma casquette ou mon identité de la société que j'ai créée en 2009, International Milestones. Donc, tu traduirais comment en français ? Les jalons pour l'international. Donc, ayant moi-même un parcours international de par ma jeunesse et mes origines, qui m'ont amené à avoir de la famille aujourd'hui sur plusieurs continents. Assez tôt, je me suis intéressée à la diversité de regards et à l'universalité de l'être. À cette dimension culturelle, la dimension des valeurs locales, de la géographie, de l'histoire, de l'anthropologie, donc de la religion. En fait, depuis toujours, j'ai été sur la dimension, le leadership de soi ou le leadership des autres commence au moment où on reconnaît la valeur dans cette diversité culturelle et dans la diversité des personnes, mais aussi de leur éducation, leur culture nationale, de là où ils ont grandi, des codes, des us et coutumes, etc., les valeurs. Donc j'ai beaucoup fait de recherches et de par mes études aussi, je viens des lettres modernes et de la philo, pas du tout du monde du business. Hein. Donc, j'ai développé cette corde dans mes accompagnements en tant que coach, donc pour faire en sorte que la diversité soit perçue comme une richesse et que les global leaders, les dirigeants qui accompagnent des équipes internationales ou qui ont des postes à responsabilité avec plusieurs unités à gérer, tire le meilleur de cette diversité plutôt que de regarder les enjeux, les difficultés et les obstacles inhérents
Qu'ils prennent le temps, qu'ils soient patients, qu'ils soient curieux surtout. Curieux de la diversité, de l'altérité finalement. Donc ça, c'est ta première casquette, ton premier rôle, fondatrice et dirigeante de International Milestone. Je n'ai pas le même accent que toi, je suis jalouse. C'est ça. Quel autre rôle ? Un deuxième rôle de promotion de la magnifique profession qui est la nôtre, le coaching, l'accompagnement professionnel. Donc je suis coach et superviseur de coach et depuis 2009, donc 2007-2009, je me suis beaucoup impliquée sur la valorisation de notre profession au niveau des instances comme ICF, International Coach Federation, avec les dimensions, justement, la perception de ce métier selon les cultures, selon les pays, selon les environnements et les impacts de l'environnement sur comment on perçoit le métier, très intéressant. Et donc, j'ai été membre du conseil d'administration de ICF France et j'ai eu des liens avec ICF Global. Donc, je pense que c'est un fil rouge pour moi, c'est mon rôle de valoriser notre profession. Nous sommes des accompagnants de changement. Nous sommes des professionnels du change, donc dans le sens propre du terme. Et nous avons une profession noble pour moi. Elle est des fois galvaudée, elle est des fois le terme coach est utilisé de manière assez arbitraire et assez étrange parce que c'est des phénomènes de mode, c'est un mot qui vient de l'anglais, etc. Qu'est-ce qui t'agace le plus justement par rapport à ça ? Non, tu dis c'est galvaudé, dans ce que tu peux entendre ou dans ce que tu as pu voir, qu'est-ce qui t'agace le plus ? C'est la représentation que certains ont du métier comme étant juste du développement personnel où on fait du yoga ou de la méditation ou le coaching c'est apprendre à respirer. Donc je trouve que ça minimise tellement la complexité de notre posture et de l'accompagnement et ça fait défaut à la profession. Donc je m'insurge des fois, j'essaye d'être patiente et d'accompagner aussi ceux qui ont ces représentations pour les faire évoluer. Je pense que ma patience, des fois, elle a ses limites. Ah oui, j'entends complètement. Alors moi, ce qui m'agace le plus, c'est d'entendre qu'on lit souvent coaching à problème. En fait, c'est-à-dire qu'on fait appel au coaching quand il y a un problème. Or, l'origine, en fait, c'est quand même le milieu du sport où on accompagnait d'abord les champions et les bonnes équipes pour les rendre encore plus puissantes dans leur impact. Voilà, chacun a un peu ses points. Moi, c'est vraiment le point. Souvent, je me dis, mais voilà, n'attendez pas d'avoir des problèmes. Et au contraire, il y a un enjeu d'accélération, de développement de la puissance, de business aussi, en fait, et pas que de développement personnel. Je dirais d'alignement aussi dans ces différents rôles et comment on perçoit son rôle professionnel et comment on amène son être entier dans son rôle professionnel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est que ça sort, effectivement, c'est cette frontière entre personnel et pro qui peut-être demande à être clarifiée vis-à-vis du grand public et du business pour qu'on remette le coaching... Et il y a aussi cette perception qu'on transforme ou qu'on change les gens, mais on change pas les gens. Moi, c'est dans les entretiens découvertes, à chaque fois j'explique ce que c'est comme accompagnement et j'explique toujours qu'on est là pour faire évoluer des comportements qui peuvent avoir besoin d'évoluer par rapport à un contexte, mais on touche pas à l'identité, au contraire, on aide la personne ou l'équipe à être plus en conscience des qualités, de quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent appuyer, quels sont les leviers de croissance, de développement, et pas des problèmes ou des changements identitaires. Donc, au contraire, ce sont on agit sur les comportements et sur l'alignement de la personne par rapport aux différents rôles qu'elle joue. Et moi, c'est ce lien entre tout se dire et faire les liens entre le personnel et le professionnel, ça me semble d'une évidence. Et d'ailleurs, sur mes autres casquettes, je l'ai travaillé davantage, cette évidence des liens. C'est intéressant parce que finalement, ça amène à un point déontologique du métier de ne pas être dans la manipulation, de garder une posture neutre.
d'éviter le conseil, d'être vraiment dans l'accompagnement des individus et des collectifs à activer leurs propres forces au service de leurs propres objectifs. Et donc, j'aimerais que tu nous parles de ton autre rôle encore, où finalement, tu contribues à faire infléchir aussi la profession au service de cause. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler? Comment, en fait, t'intègres ce code déontologique de on n'est pas là, en fait, pour avoir un objectif pour nos clients, on est au service de l'objectif de nos clients? Parce que tu as cette autre grande initiative, autre grand rôle. Oui. Donc, en fait, cet autre rôle, c'est mon engagement par rapport à la transition écologique. Donc, suite à une énorme prise de conscience en 2019 qui m'a amené à m'interroger autour des questions de fond. En fait, je réfléchis en lien avec ta question, c'est ma posture de superviseur, de coach. Donc, je suis superviseur depuis 2017 et je fais partie de la faculty CSA, la plus ancienne école de supervision en Europe, Coaching Supervision Academy au UK, qui a aussi une filière francophone en Suisse. En fait, cette dimension complexité systémique et conscience de soi et des différentes parties de soi qui s'activent dans la relation avec le client est très intéressante à observer, à faire observer et observer à l'intérieur de soi, donc son superviseur interne, comme on dit. Et donc, c'est en quelque sorte, cette posture est un garde-fou pour moi, pour me sentir dans le juste, dans la justesse, sur la dimension, la casquette qui est sur le devant de la scène, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est celle de l'accompagnement de la transition écologique et de mettre la profession du coach au service de cette transition. Donc, ma casquette, c'est cette casquette que j'ai commencé ce rôle en 2020 quand j'ai rejoint la Climate Coaching Alliance qui venait de se créer suite au feu en Australie. Donc, il y a eu les grands feux de 2019 qui ont accéléré une vraie prise de conscience. Et donc, 3 femmes coachs en Angleterre et une en Australie qui ont créé cette alliance, l'Alliance des coachs pour le climat, en partant avec une 30aine de personnes engagées. Beaucoup d'entre elles dans les pays anglo-saxons. J'ai rejoint ce mouvement suite à une rencontre et suite à des prises de conscience du fait que c'est un sujet qui me touchait et qui n'était pas du tout adressé dans notre monde. Des échanges avec des collègues ICF, France, et l'absence du contact avec la nature pendant le confinement en 2020 n'a fait qu'accentuer cette réflexion de fond. En fait, les enjeux climatiques, les enjeux écologiques, les enjeux systémiques de notre monde sont là et c'est presque un devoir de les adresser. C'est pas juste est-ce que c'est OK d'y aller dans notre profession en tant que coach avec ce pseudo-devoir de neutralité. Donc, l'engagement dans la Climate Coaching Alliance a été pour moi un moment clé. Un vrai levier de transformation profonde. Il y a eu aussi le temps du confinement qui a permis cette réflexion de fond à s'ancrer. La rencontre avec la permaculture, parce que pendant le confinement, on avait le temps de gambader sur d'autres sujets ou d'autres champs d'exploration, et ce fut un champ extraordinaire. C'est là où je me suis mise au podcast. J'ai eu le temps d'apprendre, d'aller fouiner sur YouTube, n'ayant pas de jardin pour tester la permaculture. Oui, mais moi, je n'avais pas de jardin non plus, mais j'étais en conversation avec une collègue coach que j'avais rencontrée juste avant le confinement, et on a eu un vrai tilt, et on s'est mis à gambader ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels sont les enjeux systémiques dans notre monde et comment les adresser. Et de fil en aiguille, dans la discussion, est arrivée la permaculture et elle était formée à la permaculture. Elle s'appelle Pascale Reinhardt, c'est l'ancienne présidente de SF Coach. Et on a eu un dialogue tellement fertile qu'on s'est dit on va faire un webinaire. Et on a offert un webinaire à SF Coach de nos dialogues autour de la permaculture, avec des apports très intéressants, avec des analogies porteuses de sens au niveau systémique et avec des interrogations autour de notre rôle en tant que coach. Et c'est lors de ce webinaire que j'ai annoncé
mon intention, je me suis coincée. J'ai annoncé à des coachs, il y avait 70 coachs, donc c'était super. J'ai annoncé la création de la première communauté locale francophone de la Climate Coaching Alliance, ce que j'ai fait. Ton élan t'a porté toi-même, en fait. Et oui. Et j'avais ça me trottait dans la tête depuis que j'ai rejoint en janvier, mais c'est au mois de mai que je suis passée à l'acte. Et là, il y a des coachs qui m'ont écrit en disant c'est quand qu'on fait. Donc là, j'avais plus de choix que de le faire. Et donc, ça a commencé tout petit. On était une dizaine, après une douzaine. On a organisé des événements sans avoir trop de clarté où on allait, mais en provoquant ces espaces de dialogue entre nous, de co-apprentissage et de être ensemble. Parce que sur ces sujets, le fait de se sentir seul, d'être en alerte, d'être en anxiété sur ce qui se passe, ce que je fais, mais comment j'amène ça dans mon travail, comment je mets mon travail au service de ça, c'était beaucoup plus complexe. Donc 2020, 2021, donc ça a évolué. Il y a de plus en plus d'événements qu'on a créés en ligne, toujours, parce qu'il y a eu la succession des confinements. Et beaucoup de coachs engagés qui ont entendu beaucoup de bouche à oreille, qui ont entendu parler. On a mis quelques annonces dans les fédérations de coachs, en sachant qu'on est interfédération. Climate Coaching Alliance, c'est un mouvement, c'est une alliance, c'est un réseau. Donc, il n'y a pas de... On n'est pas membre, on n'a pas de cotisation, on n'a pas de structure juridique. C'est juste une alliance, un réseau de coachs engagés qui ont envie de se sentir ensemble, d'agir et de se soutenir et de faire évoluer la profession par rapport aux enjeux de notre monde aujourd'hui. Alors, si je me mets du côté client, ça veut dire quoi travailler avec un coach engagé? Je caricature exprès, mais est-ce que ça veut dire, oh là là, si je contacte un coach engagé sur ces sujets-là, il va essayer de me convaincre, je vais avoir une armée de Khmer verts qui vont essayer de faire changer mes pratiques, de m'influencer. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si je suis du point de vue client, entreprise, de faire appel à un coach engagé? Ça veut dire quoi, selon toi? Ça engage à quoi? Alors, je trouve la question très très pertinente, elle me fait vraiment réfléchir. Le client doit être prêt à s'attaquer à ces enjeux pour faire appel à un coach engagé. Un client qui a envie de faire évoluer les pratiques dans son comité de direction, au niveau de la collaboration, il a besoin d'un coach d'équipe, il n'a pas besoin d'un coach engagé. En revanche, un client qui se pose les questions du point de vue de stratégiquement, on se positionne où? Quelle est notre proposition de valeur sur un marché qui évolue parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une nouvelle réglementation, la CSRD par exemple, au niveau européen, où on fait des bilans carbone, on fait des audits internes, où on a des prises de conscience individuelles des fois, de certains leaders, qui sont tellement impactés par ce qu'ils découvrent, ce qu'ils ne voyaient pas avant, ou bien ils étaient dans le déni, ou ils refusaient de remettre en question l'existant. Mais quand la remise en question de l'existant arrive, on a vraiment besoin d'un accompagnement pour comprendre, pour réfléchir avec quelqu'un. On parle du coach comme un thinking partner, un partenaire de réflexion, comme un confident sur, en fait, comment on peut résoudre ces enjeux tellement complexes. C'est des équations à plusieurs inconnus. Je ne saurais même pas compter. En fait, on ne peut même pas compter les inconnus de l'équation. Et déjà, il faut se mettre d'accord sur la vision du résultat attendu aussi. Donc, Exactement. Et donc, en fait, le client doit être prêt pour ce type de réflexion. Donc, c'est là qu'il fait appel à un coach qui n'est pas juste un coach qui travaille sur l'accompagnement, mais qui est un coach engagé, qui a une connaissance de ces enjeux, qui a une connaissance qui ouvre au niveau systémique les impacts et les interdépendances, qui sait éclairer les interdépendances et qui sait ouvrir le champ par rapport à la dimension systémique, d'où le fait que quand on est coach systémique, ce qui est mon cas, c'est plus facile d'appréhender ces complexités. Et on a des outils pour travailler avec des équipes, mais pour travailler même avec deux partners, je pense à un exemple récent, à créer de l'alignement par rapport à ces visions différentes d'une réalité complexe.
Et comment, justement, toi, tu définis un coach engagé? Parce que quand même, globalement, nous accompagnons nos clients à faire des choses qu'ils n'ont encore jamais faites et on ne sait pas vraiment, finalement, ce qu'on va mettre en œuvre, ce qu'on va accompagner en termes de mise en œuvre. Par quoi on commence, en fait, selon toi? Quels sont les ingrédients pour être un coach engagé? Il y a les coachs engagés et les coachs pas engagés de l'autre. Comment ça se passe, la frontière? J'en parle en miroir aussi parce qu'en fait, souvent, on se dit toujours, voilà, il y a les entreprises engagées, les entreprises pas engagées, les coachs engagés. Cette notion d'engagement, c'est comme si à un moment, il y avait un pas. Et j'ai entendu que tu as parlé de ça, c'est que toi-même, pendant le confinement, il y a un pas que tu as fait un peu malgré toi sur un élan. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de descendre un peu sur ce sujet parce que c'est souvent, c'est le mot, c'est tellement complexe à décrire en fait ce mouvement dans lequel on s'inscrit, dans lequel on décide de s'inscrire, et souvent on utilise engagé comme définition, et je me dis tiens, c'est quoi la frontière? Moi j'aime bien les notions de frontière. C'est quoi la frontière entre engagé et pas engagé? Je trouve la réflexion très très riche dans la mesure où le terme engagé, c'est le terme le plus soft qui existe. Dans le monde international et dans le monde anglo-saxon aussi, on parle de climate coach. C'est-à-dire qu'il y a carrément une niche où il y a des coachs qui se positionnent comme exclusivement climate coach. Donc on pourrait dire, c'est quoi un climate coach? Il y a la notion d'activiste ou de coach militant. Alors là, il y a eu beaucoup de débats sur on peut être coach et militant. Alors engagé, c'est carrément antinomique. Exactement. En fait. C'est censé être même une oxymore en fait. Et exactement. Et en fait, je reviens à la supervision et à la phrase clé que je vais dire en anglais, mais je traduis parce que ça n'a pas la même résonance en français. Je suis convaincue de la réalité de who you are is how you coach. Who you are is how you coach, c'est un peu la devise de CSA, et donc who you are is how you supervise. On travaille à partir de qui on est. Et je pense que c'est là que ça se joue, si on a la clarté et la conscience qu'on amène sa personne dans l'espace professionnel, et justement qu'on ne fait pas ces séparations stériles entre ça c'est mon moi personnel, ça c'est mon moi professionnel, c'est que les rôles se chevauchent. J'ai la conscience des frontières, mais les frontières sont poreuses. Et quand j'ai mon superviseur interne bien alerte et en conscience des deux, je peux me permettre d'être à l'aise avec ma singularité en tant que coach et accueillir en moi le côté engagé, que je dis dès le début, je suis quelqu'un qui travaille ainsi. Monsieur le client, quand on fait ou madame la cliente, quand on fait l'entretien de premier entretien, l'entretien préalable, le chemistry session, voilà, la première rencontre où on se choisit mutuellement. Parce que c'est pas juste le client qui choisit le coach, je pense que tu fais le même métier, donc on se choisit mutuellement. Mm-hmm. Et donc c'est dans cet instant-là qu'on parle de soi, de qu'est-ce qui est spécifique sur mon approche. Et moi je le pose à ce moment-là. Pas en disant je suis une militante, mais en disant je travaille à partir de qui je suis, j'ai convictions fortes, j'habite en Normandie, j'ai une transition de vie dernièrement et je suis très engagée aujourd'hui sur cet enjeu. Voilà, je partage ça et il y a des personnes qui disent ah c'est intéressant, il y a d'autres qui disent ah moi aussi, ah ça m'intéresse et tout. Il y en a qui disent oui d'accord, bon sans plus et c'est ok. Et moi je l'amène dès le début. Ça parle de moi et ça parle de la manière dont je travaille aussi, de manière systémique, avec la personne entière et pas juste son rôle, le rôle professionnel. Et peut-être que cette expérience de vie, de grosse transition que j'ai vécue, donc suite à Climate Coaching Alliance, le confinement, les différentes rencontres, la permaculture et le désir de changer de vie et de quitter Paris, où j'ai vécu pendant plus de 30 ans, pour m'installer en Normandie, en zone rurale, en Seine-Maritime, dans une longère normande, avec des colombages, avec un magnifique jardin, où je m'adonne aux explorations permacoles au sens propre du terme, et je suis en connexion avec le vivant, et j'amène le vivant dans ma pratique de coach, et je me laisse inspirer et guider par la complexité dans les systèmes vivants. Donc c'est une observation systémique et une inspiration qui vient d'ailleurs et qui nourrit
la coach que je suis aujourd'hui, la coach engagée, qui fait les liens entre tout ça. Merci pour ces précisions parce que quand on parle d'engagement, d'accompagnement à la transition, que ce soit en tant que coach ou n'importe quel métier, se pose toujours la question de la légitimité avec ce sentiment de l'imposteur. Et en fait, la frontière, elle n'est pas uniquement sur des enjeux scientifiques, sur des compétences particulières, parce que on va y venir, j'imagine que tu as fait 40 formations autour du sujet du vivant aussi pour compléter ta pratique. Et à partir du moment où on commence à s'intéresser au sujet, c'est exponentiel. Le coaching en soi et le sujet de la transition écologique et solidaire. Mais en fait, on peut commencer à s'engager avec qui on est, là où on en est. Qu'on soit coach ou qu'on soit une entreprise ou dirigeant d'entreprise. La logique d'engagement, c'est le mouvement, c'est le pas, c'est pas l'expertise en fait. Non. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas y aller en se disant j'ai pas les compétences pour m'afficher partenaire officiel des enjeux de transition. Et donc ça, moi je le vois souvent dans les accompagnements d'évolution. J'aime pas parler de switch de métier. Pour moi, on évolue, on fait bouger sa carrière, on transitionne, mais on switch pas de carrière. Mais des personnes qui ont envie de mettre leurs compétences, leur métier au service des enjeux de transition et qui se disent mais en fait je peux le faire qu'après d'abord il faut que je fasse des formations. Pour moi c'est pas d'abord, c'est en même temps. Il n'y a pas une frontière nette avant après, c'est un chemin et d'ailleurs de toute façon on n'a pas les réponses encore aujourd'hui sur pas mal de sujets, ça va être à co-construire donc Exactement. Et c'est peut-être là, en fait, en t'écoutant, ce qui m'est venu d'un seul coup, c'est justement là que, en tant que coach, on a une valeur ajoutée parce que on sait co-construire à partir d'un non-existant ou d'une idée ou d'une impression. On sait d'une intuition ou d'une intuition. On sait accompagner, à tirer des fils avec le client pour dire observons ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et on sait aider le client à cheminer autour de ces inconnus. L'engagement dans l'émergence. Voilà. Parce qu'on parle de coach engagé. Donc, je suis une coach engagée dans l'émergence, mais avec une croyance fondamentale dans le fond qu'ensemble, on va y arriver. Il y a aussi cette croyance positive. Et ça m'anime beaucoup. Et je m'inscris dans une logique d'action et de courage, je dirais. Parce qu'il faut du courage. Et c'est peut-être que j'ai un côté aventurière ou casse-cou. Ou... J'y crois. Et j'amène d'autres à y croire, même s'ils ont des doutes. Et peut-être que là, je suis plus dans l'influence ou dans une posture un peu plus par rapport au coach. Et c'est peut-être là la nuance de coach engagé. C'est que je suis engagée parce que je suis convaincue, j'amène une énergie positive de croyance qu'on va y arriver. Comment tu nourris cette croyance positive? Parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet sur lequel, par exemple, je me suis lancée vraiment de manière intuitive en me disant, mais c'est le sujet d'innovation. Moi, j'ai toujours été passionnée d'innovation. Je me suis dit, mais le sujet où on ne sait pas du tout, où il y a tout à réinventer, c'est celui-là. Donc, j'y suis allée presque au début par curiosité, par envie, par appétence. Et en fait, c'est sûr que plus on se forme, plus on apprend, plus on regarde la réalité, plus, en fait, l'éco-anxiété s'installe. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives à nourrir cette croyance positive, optimiste, au fur et à mesure du développement de ton engagement? Et j'imagine, tu vas nous raconter ça aussi, mais des formations que tu fais. Je pense que je la nourris en restant en lien au vivant. Et dans le vivant, c'est pas la nature, c'est tout ce qui nous entoure, y compris l'humain. Nous faisons, si nous gardons notre place humble dans le vivant, on observe avec plus d'humilité les interdépendances. Et moi, je m'émerveille, je prends le temps. J'ai introduit des espaces de temps longs dans ma vie, ce que je n'avais pas quand j'habitais Paris. Je passe des temps longs au temps court et de temps court au temps long. Et je nourris cette réflexion, cet arrêt sur image de la beauté du monde et la beauté du vivant, ce qui me conforte dans la croyance presque aveugle que on va trouver une voie, même si elle sera semée d'embûches, même si
Elle n'est pas claire, même si elle va nécessiter beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'efforts. Beaucoup même. Et j'ai commencé à faire des efforts moi-même, mais vraiment des efforts que je me suis imposée de manière un peu radicale. Des fois, après, je suis revenue en me disant non, mais peut-être que c'est un peu trop. Je peux mettre le curseur à 6 plutôt qu'à 8. Voilà, donc en fait, je jongle, j'observe et donc je nourris ça en restant en lien. Et je dirais le vivant, c'est aussi en restant en lien avec la communauté que j'ai initiée donc en 2020, qui aujourd'hui compte plus de 80 coachs engagés francophones. Et non seulement ce qu'on a réussi à faire en France est extraordinaire, parce qu'il y a un réseau organique qui fonctionne tout seul, où j'ai plus besoin trop d'impulser. Et il y a une auto-organisation qui s'est mise en place, il y a une joie, il y a une manière de se nourrir réciproquement qui est extraordinaire et des envies de faire ensemble. Et je n'ai plus besoin d'y être et j'ai besoin, donc du coup, je passe au niveau international à aider la communauté CCA dans le monde à amener quelques éléments, quelques épices de ce qu'on a fait en France. Alors CCA, donc c'est Coaching Climate Alliance. Climate Coaching Alliance, oui. Justement, c'est tellement crucial et c'est un enjeu pour plein de domaines finalement d'arriver à initier, lancer une communauté qui ensuite se prend en main de manière organique et se pérennise sans que ça prenne toute... On le voit avec toute l'énergie en fait des personnes qui l'initient. On le voit parfois avec les enjeux de l'associatif où on a l'impression que voilà, les bénévoles qui portent à bout de bras, qui s'épuisent. Et toi, tu as encore d'autres rôles à jouer, tu es en train d'en initier d'autres. Donc, quels sont les ingrédients pour finalement lancer cette communauté? Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné selon toi et que tu vas chercher à dupliquer ou à transmettre? Je pense le premier aspect, je pense à une discussion avec quelqu'un qui a rejoint la communauté plus récemment, qui m'a posé la même question. Parce qu'il y a zéro gouvernance, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de règles écrites, il n'y a pas de règlement intérieur ni extérieur. On en a créé certains, on a un peu organisé, on a pris le temps et si tu veux symboliquement, la première fois qu'on s'est vu en présentiel, c'était en 2021 dans mon jardin en Normandie où j'ai eu 12 coachs. Et certains qui ont campé dans le jardin, donc c'était super, et certains qui étaient connectés à distance. Pour certains d'entre nous, on se voyait pour la première fois en vrai, parce que ça a commencé en ligne, et on s'est donné les moyens de nous organiser pour dire de quoi a-t-on envie, c'est quoi notre raison d'être en tant que communauté francophone. On sait que les règles de fonctionnement, c'est qu'on n'est pas un business et que ça passe pas par de l'argent. Donc on n'a pas la notion business-argent, ça c'est un des éléments essentiel dans la structuration des 3 cofondatrices. On ne peut pas déroger à ça, donc on est dans une logique d'apprentissage, de se nourrir, de construire des voies, mais pas d'introduire l'argent, que ça soit par cotisation, que ça soit par la dimension lucrative. Donc ça, c'est pas un élément présent dans CCA et ça a créé quelques tensions, parce qu'on avait une énergie de construire ensemble des parcours. On a créé un prototype d'un parcours d'accompagnement et après on s'est dit on va répondre à des appels d'offres. Et moi j'ai dit attention, on va vérifier, mais non, on n'est pas là pour faire du business. Et c'était pas simple et certains membres se sentaient très frustrés et on a essayé de réfléchir comment on peut à l'intérieur réfléchir à des manières de s'organiser et qui sont ceux qui sont partants pour créer une société mais à part, à l'extérieur de CCA. Et on a créé la première fin 2022. On est 8 coachs et 7 d'entre nous nous sommes rencontrés par le biais de CCA et on a eu le courage de nous lancer dans une vraie entreprise qui s'appelle Seedlings. Seedlings, ce sont les semis en anglais. Donc, une entreprise à velléité internationale, même si on commence en France. Une entreprise à mission dédiée uniquement à l'accompagnement de la transition écologique par des coachs avec des postures hybrides, des postures de coach, mais aussi des postures de consultants avec un écosystème de partenaires avec des profils très, très divers et avec des manières différentes de faire.
d'amener l'accompagnement avec le lien au vivant, l'inspiration à partir du lien au vivant, et avec l'introduction de l'art, de la créativité, de l'inspiration, et avec la conviction profonde que le changement ne peut arriver que par la transformation profonde des leaders dans les entreprises. Wow, bravo. Donc en fait, par rapport au collectif qui fonctionne, déjà, un point, moi, qui résonne complètement, c'est de prendre le temps de travailler sur sa raison d'être. Ouais. Donc ça marche pour des entreprises, mais aussi pour les collectifs. Tout et à que parfois, peut-être, on peut passer un peu vite là-dessus en se disant, tiens, l'engagement est clair. Ouais. Prenons vraiment le temps, en fait, d'écrire ce pourquoi on se réunit. Et ensuite, j'entends aussi ce point de vraiment dissocier la communauté qui crée finalement le savoir en mode open source, qui met au pot commun les avancées sur le fond, et le business, la réponse aux appels d'offres, où voilà, finalement c'est dissocié. Oui, vous allez vous servir de ce qui a été mis dans le collectif, mais qui peut servir à d'autres entreprises à mission ou d'autres coachs. Ouais. Mais vous séparez bien les deux clairement dans votre façon de fonctionner. Tout à fait, tout à fait. Et donc, pour revenir à la Climate Coaching Alliance, il y a un fonctionnement par cercle. Donc, on a mis en place une gouvernance d'inspiration un peu sociocratique, donc avec des cercles autonomes. Et tous les membres peuvent initier des sujets. Donc, on a des cercles autour du co-apprendre, mais permacoaching, donc permaculture et coaching, on a un cercle, on est 5, c'est super intéressant, mais des discussions d'une grande richesse, et on va créer un modèle qui va être mis à disposition de tout le monde. Alors, je vous invite à écouter aussi les 2 épisodes avec Thomas Brezard sur le collectif des perma-entreprises. Je connais Thomas. Pour ceux qui veulent rentrer et comprendre ce sujet, ce mouvement qui est en train aussi de se structurer autour de finalement comment est-ce qu'on applique à l'entreprise Bien sûr. Les grands principes de la permaculture. Et on a reçu Thomas comme invité à la Climate Coaching Alliance en décembre l'année dernière, il me semble. Et le modèle de la permaculture, parce que c'est pas perma-entreprise, ça c'est le nom qui a été donné, mais c'est la permaculture d'abord. Ça a été le modèle utilisé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, où j'ai été coach bénévole suite à un des membres de notre communauté qui nous a amené ce merveilleux cadeau. Donc une initiative en 2021 qui a démarré en septembre 2021 et qui a duré 1 an, de accompagner 150 dirigeants dans un processus de transformation profonde avec les dirigeants et les Planet Champions, donc les personnes dans les entreprises qui sont plus en charge avec la RSE. Et c'était une expérience extraordinaire. On était coach bénévole. J'ai dit oui tout de suite. J'ai fait venir d'autres coachs de notre communauté CCA qui se disaient oui, mais bénévole, ça veut dire c'est pas payé, on est des professionnels, etc. Et voilà, mon moteur, c'est il faut y être. C'est l'intuition de ça va être quelque chose. Il y a un avant et un après ça. Il faut y être. Et moi, je me suis traduit ça en disant, mais plutôt que de payer des formations Cambridge, Sustainability, plutôt que de investir pour me former, je crois beaucoup dans apprentissage sur le terrain, learning by doing. J'ai besoin d'être au contact de ces leaders, de voir ce qui émerge et par ailleurs d'assister à toutes ces conférences. On a eu le meilleur de toutes les références en France qui ont fait des apports, qui ont mis en perspective ces enjeux colossaux, la finance, le lien au vivant, les modèles économiques qui ont besoin d'évoluer, etc. Extrêmement riche et très apprenant. Mais moi, c'est vraiment ma conviction. En fait, je pense que dans le métier du conseil et de l'accompagnement, moi, en tant que coach et recruteuse au service des enjeux de transition écologique et solidaire, j'ai toujours été persuadée que c'est quasiment un devoir de conseil dans nos métiers de dédier une partie de notre temps à des expérimentations. Et donc forcément de manière bénévole, puisqu'on n'est pas encore sur de la promesse de méthodologie qui fonctionne, d'approche, mais de dédier du temps pour être dans la co-construction,
pour expérimenter, pour vivre de nouvelles expériences et pour participer au pot commun. Ouais. Et ça, je pense que c'est un peu... je trouve que ça s'accélère. Ça a toujours été le cas dans l'innovation. Il y a toujours... même dans la Silicon Valley, les développeurs se rencontraient pour échanger et se partager les secrets des maisons. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, sur les sujets de transition, on est obligé d'être dans la coopération, coopétition, mais il y a un devoir de mettre au pot commun. Et ça, je pense que... Après, il faut réfléchir en termes de business model, hein, parce que c'est pas évident. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, mais à un moment, quand on s'embarque dans des mouvements comme ça prend énormément de temps. Et d'énergie. Il faut arriver, et d'énergie. Et ça peut faire fuir d'autres clients aussi. Donc, pour trouver le bon équilibre dans la durée et se préserver... Enfin, je sais que toi et moi, on se fait challenger par nos proches régulièrement sur l'écologie personnelle. Ouais. T'as une recette, toi, à nous donner? Parce que toi qui as tous ces rôles et qui, je pense, en a encore d'autres dans la tête. Je me souviens de confrères dans une session d'intervision où j'ai abordé mon cas en me disant... comment trouver plus d'équilibre. Et donc, c'est cette notion de la passion qui peut rendre aveugle. Est-ce un danger dans notre métier de coach? Je pense que c'est une question pertinente que j'ai tout le temps à l'esprit. Et donc, mon superviseur interne, il est bien en alerte par rapport à ça. Sur les angles morts qui peuvent se présenter lorsque la passion du sujet ou l'engagement prend le dessus. Donc garder ces équilibres, c'est essentiel. Donc pour moi, c'est la réflexivité, c'est le fait d'écrire. Donc j'écris beaucoup de journaling, on appelle ça en anglais. Donc écrire autour de mes expériences, de mes apprentissages, des choses nouvelles que je teste. Et donc l'écriture, c'est un outil de recul, de réflexivité et de développement constant. Et le deuxième, c'est la mindfulness. Donc, je suis une adepte du village de Prunier, de la mindfulness telle qu'elle était enseignée par Thich Nhat Hanh en France. Je suis aussi un BSR et donc ma pratique quotidienne je dis presque, de pleine conscience. Le contact avec la mer, j'ai la chance d'habiter à 7 km de la mer et c'est très ressourçant, c'est magnifique d'être sur le contact avec la marée basse ou la marée haute, de voir des falaises, de voir l'immensité, de voir l'horizon, de voir le mouvement constant, la transformation qui se passe sous ses yeux. C'est quelque chose qui met les choses en place pour moi et qui me permet de me ressourcer, de me réénergiser et de rester dans le positif. Merci pour ce partage. Alors en préparant, tu me dis oh là là, mais parfois je parle hyper vite, je pars dans tous les sens. Et en fait, on verra ce que disent les auditrices, les auditeurs. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour Andra, mais je ressens tellement de sérénité, de clairvoyance. Enfin, clairvoyance, voilà, c'est le mot qui me vient. Il y a plein de rôles, comme tu dis, mais finalement, une direction et un socle assez clair. Et donc, je trouve qu'au-delà de la croyance optimiste, tu transmets aussi une certaine sérénité, lenteur à prendre sur ce sujet, en fait. Hein. Parce qu'on parle, on est dans les paradoxes et les polarités complètement. Il est urgent de prendre le temps de vraiment gérer, adresser en anglais le sujet. Donc merci d'avoir mis ton intuition et ton élan autour de la structuration, en fait, d'une organisation qui vient soutenir et professionnaliser un métier sur ces sujets. Oui, et c'est un pari, hein. Merci à toi pour me donner l'espace pour parler de ça, parce que j'espère qu'il y aura d'autres seedlings qui vont émerger, qu'il y aura d'autres groupes de coachs engagés qui vont
souhaité faire la même chose, amener des services d'accompagnement, parce que j'espère que dans 2 ans, la prise de conscience va vraiment l'emporter et qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui auront besoin de notre aide, de comment faire, par quel bout le prendre, comment on accompagne les parties prenantes, comment on va essaimer le tout dans un système cohérent sans perdre le nord et sans perdre le sens du business, parce que l'entreprise, elle doit finalement répondre à des enjeux économiques, d'abord, après tout. Bien sûr. Donc ça semble contradictoire, et pourtant c'est possible si on met les curseurs au bon endroit, si on approfondit la réflexion et si on prend le temps de se faire accompagner. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et justement, on a un client qui nous sollicite là en ce moment de les accompagner dans ce type de réflexion en disant tout seul, on n'y arrive pas. Parce que c'est pas notre métier et c'est quelque chose de nouveau. Et on ne sait pas comment l'adresser. Donc moi, je suis convaincue qu'on est des pionniers chez Seedlings, mais ça va venir là. Il y aura plein d'entreprises qui vont aller sur ce besoin qui est émergent. Écoute, avec Canary Call, entreprise à mission dont la mission est d'activer les rencontres entre les talents et les besoins du monde, je m'inscris dans le mouvement et j'ai pas peur de la concurrence. Je pense que plus on sera d'entreprises à mission à s'engager, à passer le pas en fait, d'inscrire le sens, la vision sur laquelle on a envie d'avancer. Mieux ce sera. Et il y a une notion, alors pour parler un peu avec un langage business, il y a une notion de maturité en fait du business. On l'avait vécu. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de transition digitale. Plus il y a d'entreprises qui se font accompagner sur le sujet, plus le marché est mature aussi pour recruter des profils qui ont envie, pour aussi travailler avec des prestataires, des fournisseurs, et on va connecter nos clients ensemble, et c'est ça qui va marcher. Donc, allez-y. C'est ton Canary Call, ou est-ce que quel est toi ton Canary Call, le message que tu as envie de porter auprès du plus grand nombre en ce moment, là, maintenant ? Je ressens une forte résonance écosystémique avec ce que tu viens de dire, et je pense que c'est aussi notre rôle de créer les espaces de dialogue, de conversation, et faire en sorte que les différents écosystèmes qui œuvrent dans le même sens se rencontrent. Et l'union fait la force. Je suis convaincue de ça. Je pense qu'on a un rôle à jouer aussi dans cet axe de fédérer et aller dans le sens de la coopétition dont tu parlais, de dire, en fait, on travaille pour une même cause. On ne travaille pas pour des objectifs différents. On a des enjeux communs. C'est des enjeux de l'humanité. C'est pas des enjeux de business. C'est très important. C'est cette notion d'alliance, de écosystème et de résonance. Et moi, je dirais, oui, la résonance écosystémique, c'est ce qui me vient. Et j'aime beaucoup ta manière de raisonner avec moi par rapport à ce que je dis. C'est super. Un vrai dialogue. J'ai une dernière question, si tu m'autorises. Ouais. Andra, tu veux faire quoi quand tu seras grande ? Apicultrice, peut-être. Peut-être, c'est ce qui m'est venu. Après les hirondelles, c'est les abeilles. Une dernière chose que tu aimerais nous partager, qui te semble importante ou légère? Le soleil intérieur et l'optimisme, c'est ce qui va nous ouvrir la voie et c'est ce qui va nous éclairer. Donc accueillir le soleil intérieur ou faire en sorte qu'il brille tous les jours. Merci beaucoup, Andra. Merci à toi, Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.